Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Et est-ce que vous voyez le support qui s'affiche? Ah, parfait. Parfait, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup en tout cas d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour participer à la présentation de l'étude qui a été menée euh, en partenariat avec l'ORS et le cabinet BL Evolution qui s'intitule Panorama de l'engagement des acteurs financiers pour la biodiversité. Ce webinaire de restitution va durer à peu près 1 heure et demie. Donc, bien entendu, c'est une présentation de l'étude, mais c'est également le moment d'échanger sur vos questions, mais également vos observations. N'hésitez pas à les garder soit dans le coin de votre tête ou alors soit dans la conversation. Un temps d'échange sera dédié à la fin, un temps d'1/4 d'heure, entre 15h30 et 15h45. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, à participer, à nous poser des questions. Et nous vous prions donc également de couper les micros et les caméras, sauf lorsque vous souhaitez prendre la parole pendant ce dernier temps d'échange. Voilà. Donc, sans plus attendre, vous présenter les intervenants et les intervenantes à l'occasion de ce webinaire. Donc, à commencer par le cabinet BL Evolution, Sylvain Boucheron, qui est l'un des cofondateurs du cabinet BL Evolution, va vous faire l'introduction ainsi que quelques éléments de contexte. Lucie Lambresse est consultante en stratégie biodiversité et Arthur Lemenec, consultant en stratégie biodiversité également, vont vous présenter les résultats. Et du côté de l'ORS, Jean-Charles Fournol, moi-même, chargé de mission finance et RSE, va également vous présenter cette étude, laquelle sera conclue, en tout cas les remerciements seront adressés par Géraldine Faure, notre déléguée générale. Je remercie également tous les contributeurs et les contributeuses à cette étude. Je pense notamment côté BL à Céleste Poutot ainsi que Jean-Bernard Tamaseb et côté ORS à Lena Tronconi et Giovanni Benuzzi qui ont également contribué à cette magnifique étude que nous allons vous présenter sans plus attendre. L'objectif poursuivi donc par cette présentation est le suivant: contexte et introduction de l'étude par Sylvain, principaux résultats et axes d'amélioration par Arthur, Lucie et moi-même, conclusion par Arthur et Lucie, et enfin un temps d'échange. Sans plus attendre, je laisse la parole à Sylvain pour vous présenter donc l'introduction et le contexte. Merci beaucoup. J'espère que le son fonctionne bien. On Ouais, t'entend. parfait. On t'entend. Super, merci. Eh ben, très heureux d'être là pour présenter les principaux résultats de cette étude, hein, que vous pourrez après télécharger en ligne sur nos sites internet. Avec l'idée, hein, c'était de redonner un peu un panorama général sur cette question des acteurs financiers et de la biodiversité. On verra tout à l'heure un peu les spécificités de cette étude. Alors, vous le savez, que ce soit bien l'évolution, que ce soit en partenariat avec l'ORS, on réalise régulièrement différents types d'études. On analyse un petit peu les pratiques, ce qui permet d'essayer de voir où en sont finalement les acteurs. Et alors, cette étude, elle s'inscrit dans une actualité un petit peu forte. Déjà, de rappeler hein, que l'érosion de la biodiversité, elle est à peu près chaque jour rappelée comme étant très importante par les institutions scientifiques et l'ensemble des parties prenantes. Et on le sait hein, depuis un rapport qui avait beaucoup fait parler de lui, le rapport de l'IPBES en 2019, qui a mis en avant à la fois le rythme très important de l'érosion de la biodiversité, mais aussi les différents facteurs d'érosion de la biodiversité et qui faisait le lien direct entre les activités économiques et ces 5 grandes pressions sur la nature, hein, que sont, je le rappelle, le changement d'usage des terres et des mers, que ce soit la surexploitation des ressources, le changement climatique, bien sûr, les pollutions ou les espèces exotiques envahissantes, et donc qui montrait bien que l'ensemble des activités économiques, des activités humaines, étaient à l'origine de ces différentes pressions et qu'elles avaient un impact absolument majeur sur la perte de la biodiversité qui était constatée depuis des décennies.
C'est d'ailleurs rappelé dans le dernier rapport du Living Planet Index, qui est publié tous les ans et qui fait le suivi d'un certain nombre de populations à travers le monde et qui, malheureusement, pour l'instant, on ne voit pas vraiment la courbe s'inverser. Ça fait plus de 40 ans 50 ans maintenant que ce suivi de population est fait. Et on voit bien qu'on reste encore dans des zones de très forte dégradation, de très forte érosion des espèces. Donc ça, c'est fondamental. Pourquoi? Puisque maintenant, il est acquis aussi que l'ensemble de la biodiversité, les services écosystémiques qu'elle fournit gratuitement, sont à la base de l'ensemble des activités économiques aussi. Donc, c'est-à-dire que si demain, on continue de perdre la biodiversité, on expose l'ensemble de l'économie à différents risques. Et ça, c'est une approche qui est en train d'être de plus en plus connue, visible et utilisée par les entreprises et les institutions financières pour essayer de regarder en quoi est-ce que finalement cette érosion de la biodiversité peut venir bouleverser les modèles économiques établis. Sur le climat, on avait un petit peu d'avance puisque cette question des effets du changement climatique, traduit souvent par les risques physiques ou les risques de transition, a fait son cheminement et aujourd'hui de mieux en mieux pris en compte à la fois par les acteurs économiques, entreprises, investisseurs. Sur la biodiversité, on voit que le sujet n'est pas encore complètement à l'ordre du jour de tous les acteurs. On en parlera un petit peu tout à l'heure dans la présentation de l'étude, mais n'empêche que ça fait un peu son cheminement. J'y reviendrai tout à l'heure sur les cadres réglementaires, entre autres, qui le mettent à l'agenda, les cadres volontaires aussi, qui aident à aller dans ce sens. Donc ça, je pense que ça va permettre une prise de conscience plus importante, en tout cas je l'espère, au sein du monde économique, de bien comprendre que ce sujet-là, il va falloir l'expliquer aussi aux différents décideurs pour aller plus vite sur la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Se tient en ce moment, vous avez probablement lu à la fois la presse, peut-être des cercles d'échange de personnes qui y sont, peut-être que vous y êtes vous-même d'ailleurs en ce moment présent à Cali, se tient la COP16 sur la biodiversité. Donc il y avait eu à Montréal, l'accord de Kunming-Montréal il y a 2 ans, qui avait adopté le cadre mondial pour la biodiversité avec, pour rappel, ces 4 grands objectifs et puis ces 23 cibles. Et se tient donc la COP suivante en ce moment même en Colombie, où finalement l'enjeu qui va être important, c'est à la fois la mise en œuvre de ce cadre mondial, comment on s'assure que les engagements soient pris ne restent pas uniquement des discours, et se traduisent bien par des transformations majeures effectives, et en particulier cette question du financement. Et Antonio Guterres le disait quand il a fait le discours d'ouverture, il va falloir partir de Cali avec des investissements significatifs pour sauvegarder la nature, que ce soit d'ailleurs des financements publics ou des financements privés. Et donc, il va falloir travailler sur ces deux aspects du financement. Donc, le sujet du financement, il est évidemment central dans les discussions qu'il y a en ce moment, puisque toutes les actions qui sont à mener, à la fois de préservation, de restauration, mais aussi de transformation des activités économiques pour qu'elles soient moins impactantes sur la biodiversité, vont nécessiter un certain nombre de fonds. Et donc, se posent différentes questions. Quel peut être le véhicule financier? Comment est-ce que les États s'engagent et sur quel montant précisément et sur quelles échéances? Donc ça, c'est une des discussions qu'il y a aussi très importante. Comment est-ce qu'on mobilise le secteur privé avec différents outils qui sont dans les discussions, les crédits biodiversité, dont vous savez que l'IAPB a publié là récemment sa proposition, les paiements pour services écosystémiques dont on parle depuis longtemps avec des expérimentations, etc., le taxonomie nature, et puis tout le sujet aussi des financements néfastes à la biodiversité, puisqu'évidemment l'enjeu c'est à la fois de pouvoir restaurer la nature, mais en même temps s'assurer qu'on arrête de la dégrader de l'autre côté, sinon finalement c'est une course un peu sans fin dans laquelle on est engagé. Donc le sujet des financements, il est central dans cette COP. À noter aussi que chaque pays doit mettre en place une stratégie et un plan d'action pour la biodiversité. Donc la France l'a fait avec la stratégie nationale pour la biodiversité 2030, la SNB 2030, que vous avez peut-être suivi le lancement il y a à peu près 1 an, qui avait été fait par la première ministre Elisabeth Borne à l'époque, et donc qui met avec différentes mesures en place, à la fois de mobilisation des acteurs privés, que ce soit les entreprises ou aussi les investisseurs,
On avait d'ailleurs en France des réglementations pour les institutions financières, l'article 29 qui demandait déjà depuis 2019 d'évaluer à la fois les risques et les impacts sur le climat, mais aussi sur la biodiversité. Donc ça avait quand même donné un coup d'accélérateur au secteur financier. Et puis évidemment, au niveau européen, il y a eu beaucoup d'avancées sur le sujet de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, la stratégie européenne, pardon, pour la biodiversité. Il y a eu le règlement restauration de la nature qui a été adopté là tout juste avant l'été, et dont les travaux sont faits pour le plan de mise en œuvre au niveau national. Il y avait le règlement sur la déforestation importée. On en parle évidemment de la biodiversité dans la CSRD, etc. Donc on voit qu'il y a quand même finalement un mouvement global des décideurs politiques sur la prise de conscience que le sujet est important et qu'il va falloir mobiliser les acteurs privés en particulier. Donc ça, c'est plutôt une bonne perspective. Maintenant, évidemment, le sujet, c'est de passer à l'action et de faire en sorte que les acteurs avancent. Il y a des cadres volontaires aussi qui sont tout à fait utiles pour les acteurs et qui sont de plus en plus utilisés. Je pense à la TNFD, par exemple, ou SBTN, Science Based Target pour la nature, qui sont vraiment des outils qui vous aident à construire concrètement soit votre évaluation des risques et votre gouvernance, soit les trajectoires de réduction des pressions sur la nature. Voilà un petit peu le panorama global que je voulais rappeler en introduction. Donc, ça bouge, il va falloir aller très vite puisque les objectifs sont de restaurer la biodiversité et pas de perte nette d'ici 2030. Donc 2030, c'est quand même demain. Et donc, il va falloir aller extrêmement vite dans cette prise en compte et les actions de transformation qu'il faut mettre en place. Donc, les institutions financières, elles sont évidemment... leur rôle va être tout à fait majeur dans ce cadre-là. Il va falloir se poser la question de comment on fait évoluer les business models, on parle beaucoup de l'économie régénérative, par exemple. Donc ça, c'est un sujet intéressant sur lequel on voit pas mal d'initiatives avancer. Donc comment est-ce qu'on intègre aussi ces questions-là dans les stratégies d'investissement, par exemple, ou de financement. Ça, c'est un sujet qui, je crois, va permettre de mobiliser beaucoup de monde et j'espère va aussi pouvoir mettre en avant beaucoup d'innovations. Quelques mots sur l'étude, une fois qu'on a présenté un petit peu ce panorama général. Donc, l'étude elle a été construite de la manière suivante. On a regardé 70 acteurs financiers. On a analysé avec une grille dont je dirai un mot juste après. Et donc, leurs publications qui sont en lien avec les sujets ESG, les publications article 29 LEC ou les URD, par exemple, pour essayer de voir comment était pris en compte le sujet de la biodiversité. On s'est posé trois objectifs. Déjà, évaluer finalement quelles étaient les pratiques aujourd'hui sur différents types d'acteurs financiers, quelles étaient un peu les tendances générales, les incontournables, et puis aussi les pratiques émergentes pour montrer ceux qui un petit peu en avant, essaye d'être plutôt leader sur cette question de prise en compte de la biodiversité. On a regardé aussi par typologie d'acteurs financiers, parce que ça n'avait pas vraiment été fait jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y avait des spécificités. Et puis enfin, on propose évidemment quelques pistes de réflexion pour aller toujours plus loin sur cette question de la biodiversité. Alors de manière un petit peu plus concrète, ce que l'on a regardé, donc on a fait 4 grandes typologies d'acteurs, donc d'un côté les assurances, mutuelles, fonds de pension, caisses de retraite, donc à peu près 25 entités qu'on a regardées, les banques et les établissements de crédit, une quinzaine d'entités qu'on a regardées, les sociétés de gestion d'actifs, une trentaine d'acteurs, et puis les institutions financières publiques, donc là il y a 5 acteurs que l'on a regardés, et donc avec une grille d'analyse, donc vous avez les principaux volets sur l'écran. Est-ce qu'il y avait ou pas une stratégie biodiversité formalisée? Est-ce qu'il y avait une politique d'exclusion? Est-ce qu'il y avait une politique plutôt de sélection? Est-ce qu'il y avait des démarches d'accompagnement des entreprises, un engagement dans le dialogue actionnarial, par exemple, qui était dédié au sujet de la biodiversité, ou comment en tout cas la biodiversité est intégrée dans ces aspects-là? Est-ce qu'il y avait une logique d'investissement ou de financement positif des écosystèmes? Quelles étaient les démarches entreprises pour mesurer l'impact, les dépendances? Comment étaient analysés les risques, les opportunités? Est-ce qu'il y avait des logiques de coopération qui étaient mises en place pour traiter de manière collective ces sujets de biodiversité? Et puis enfin, quelles étaient un peu la gouvernance et les fonctionnements internes qui étaient mis en place
pour s'occuper du sujet de biodiversité. Vous voyez que c'est assez complet, hein, cette grille d'analyse, ça permettait de faire vraiment un tour à 360 degrés de l'engagement des acteurs. Pour terminer, et vous partager quelques enseignements clés avant qu'on rentre dans le détail des pratiques avec les restes de l'équipe. On vous a remis ici les différents enseignements clés que l'on retrouve dans cette étude et avec un petit focus que l'on va faire dans cette présentation. Tout le reste, évidemment, vous pourrez le retrouver dans l'étude complète. Donc déjà, sur le sujet des stratégies nature et biodiversité, globalement, alors toutes les entreprises, enfin, tous les acteurs évalués n'ont pas un niveau de maturité très avancé, mais en tout cas, celles qui le font ont plutôt des ambitions et des engagements qui sont de nature très stratégique, avec des objectifs chiffrés dans le temps, etc., et très liés avec les accords internationaux. Donc évidemment, ça fait penser à ce qui est demandé dans le cadre en particulier de l'article 29 LEC, par exemple. Donc, voilà, ça c'est un sujet qui se structure, mais on ne voit pas encore cette démarche-là très très répandue chez l'ensemble des acteurs financiers. La question des exclusions sur la biodiversité, alors elle est un petit peu particulière, puisque contrairement au sujet du climat, où il est assez facile de se dire j'exclus le charbon, le pétrole et éventuellement le gaz, et j'ai fait une grosse partie du boulot par rapport au climat. Dans la biodiversité, c'est un petit peu plus compliqué, puisque les secteurs qui sont considérés comme à plus forte empreinte, si je prends l'exemple de l'agriculture, il est absolument impensable d'imaginer une société humaine sans agriculture, puisqu'il va bien falloir manger. Donc on est dans une logique d'exclusion qui est plutôt liée à des pratiques, à des exclusions sectorielles avec les limites que j'ai évoquées, de matière aussi, de commodité, de zones géographiques. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus spécifique, beaucoup plus adapté à chaque acteur. On prendra des exemples tout à l'heure. Sur la question de l'approche sélective sur les investissements et le financement par rapport à la biodiversité, donc là on voit de plus en plus des critères biodiversité dans les procédures de notation ESG, dans les due deals, etc., dans les politiques. On a des chartes aussi sectorielles qui existent. Sur la question de l'accompagnement des entreprises, ça aussi, c'est un sujet plutôt faible maturité. Donc on n'a pas encore ce sujet qui est très, très présent dans le dialogue actionnarial, dans l'accompagnement spécifiquement des entreprises. Or, à titre personnel, je crois que ce sera quand même ici qu'on aura le plus gros levier de changement et donc peut-être des pistes de progrès les plus importantes, me semble, dans cette dimension. La question des outils de financement direct ou dédiés liés à la biodiversité, très faible maturité, en particulier liée à mon sens, à la difficulté de mettre des modèles économiques derrière la biodiversité. Donc, les enjeux des crédits biodiversité qu'on évoquait tout à l'heure sont une tentative de réponse, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a encore assez peu de recul, assez peu de pratique sur la manière dont on peut définir des business models liés au financement de la biodiversité. Donc là, c'est un champ de recherche aussi important sur lequel je crois qu'il va falloir avancer aussi très vite. Impact dépendant, je ne vais pas aller très long puisque c'est le sujet qui est un des mieux maîtrisés et en particulier, ça fait quelques années que maintenant les acteurs s'y sont frottés. Sur la question plutôt des risques et des opportunités, là on voit que pour l'instant l'essai n'est pas transformé. Les démarches restent assez peu matures, en particulier l'utilisation de scénarios, la projection, l'évaluation vraiment plus précise de l'exposition au risque biodiversité reste quand même des choses très très émergentes et assez peu répandues. La logique de coopération, groupe de place, association, participation des groupes de travail, là pour le coup c'est une pratique que l'on retrouve très très régulièrement et donc on sent bien aussi ce besoin d'aller comprendre, voir ce que font les autres, de co-créer ensemble et donc qui traduit probablement l'aspect un peu émergent du sujet. Et puis pour terminer, un sujet sur lequel il va falloir peut-être progresser aussi, c'est la question de la gouvernance. La biodiversité, ça reste encore un sujet un peu d'expert. Pas forcément toujours mobilisateur pour le management de ces institutions et acteurs financiers. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs qui ont placé la biodiversité très clairement dans la gouvernance, dans la prise de décision et aussi dans la mobilisation de l'ensemble des personnes travaillant sur le sujet, avec éventuellement jusqu'à aller sur des objectifs de résultats et de mobilisation en interne. Voilà un peu les grands enseignements et je vous propose de passer tout de suite aux exemples un peu concrets pour montrer comment cela se traduit en termes de pratique sur le terrain.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, bon, bah, on va effectivement passer directement à la pratique. Donc, euh, comme ce que vous avez pu voir sur la slide, donc on ne va pas évoquer toutes les thématiques, mais certaines. On aurait bien des heures à consacrer, donc c'est la raison pour laquelle on ne va n'en traiter que 5, à commencer par stratégie, nature et biodiversité. Puis ensuite, exclusion liée à la biodiversité, intégration de la biodiversité dans la sélection des investissements et directement, donc, stratégie biodiversité. Alors, quel est le... je reviens donc dans ma dernière énumération donc, des thématiques. Donc, euh, stratégie biodiversité, aujourd'hui largement répandue et formalisée. Donc, effectivement, si on met en perspective l'étude qui avait déjà été menée en mai 2022, toujours avec le cabinet BL Evolution et l'ORS, l'on pouvait constater en mai 2022 qu'il y avait une intégration de la biodiversité aussi bien dans la stratégie des entreprises que celle des acteurs financiers, plus spécifiquement encore des sociétés de gestion, mais qui n'était pas à un degré de maturité très poussé. Là, on s'aperçoit effectivement que la biodiversité, en tout cas s'agissant des acteurs financiers, et ceux comprenant bien entendu les banques, assurances, fonds de pension, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels et institutions publiques, la biodiversité est globalement bien intégrée chez la majorité de ces acteurs au travers de leur stratégie. C'est la raison pour laquelle on voit vraiment des stratégies biodiversité formalisées, avec des engagements stratégiques clairs et de plus en plus ambitieux, une diversité, voire une exhaustivité des thématiques d'engagement, et chez certains, des plans d'action et axes d'amélioration jalonnés. Là encore, notre analyse suppose une certaine précision, c'est-à-dire que effectivement, à la lecture de la différente documentation des URD, mais également des articles 29 LEC, on voit vraiment se dessiner un effet article 29 LEC où les stratégies biodiversité sont beaucoup plus précises et sont beaucoup plus abouties que sur le reste de la documentation. Donc, c'est un message assez positif. Cela renvoie donc comme idée que l'exercice de reporting tel qu'il est implique une certaine forme de transformation et en tout cas permet d'avoir des certaines balises d'informations à reporter. Parmi les pratiques émergentes, donc on a une approche stratégique holistique entre climat et biodiversité. On a vu de nombreux acteurs effectivement qui, sinon associaient le climat et la biodiversité comme étant des risques interdépendants, au mieux les traiter sur le même pied d'égalité. On a quelques exemples qu'on va vous partager ensuite. Et puis, bon, bah, les mentions et alignements avec les objectifs internationaux, notamment la COP 15. Encore une fois, c'est peut-être sous l'effet de l'article 29 LEC qui, dans ses dispositions réglementaires, cite la conférence sur la diversité biologique dans lequel s'inscrit la COP 15. Certains axes d'amélioration restent toutefois à noter, notamment le fait de se doter davantage d'objectifs chiffrés et temporels. On a très bien conscience que c'est quelque chose qui est assez délicat à mettre en place puisque ça suppose une certaine projection et de certaines perspectives à moyen long terme. Et ces objectifs donc devraient cibler des secteurs et des activités précises liées à la biodiversité. Quelques exemples pour pouvoir étayer nos propos. Donc, parmi les tendances générales, on a retenu notamment. Alors, bien entendu, il y en a plus, vous pourrez vous documenter dans notre étude, mais en tout cas, pour ce webinaire, on a décidé de mettre deux bonnes pratiques s'agissant de la formalisation des stratégies biodiversité, à savoir Generali. Generali qui effectivement jalonne par différentes étapes donc sa stratégie biodiversité, fait un diagnostic, développer la stratégie biodiversité, établir un plan d'action, piloter, surveiller, partager, et dans son rapport article 29 LEC détaille davantage les mesures qui ont été prises. S'agissant donc d'une bonne pratique qui a été recensée par Lazare Frères Gestion, qui consiste donc à jalonner avec des objectifs court, moyen, long terme, toute une série de plans d'action et qui, pour ces plans d'action, ont un reporting rétrospectif. Donc là, c'est très intéressant effectivement d'avoir une analyse en projection à court, moyen, long terme, mais également tout au long du rapport, certains éléments qui ont été, enfin, un état des lieux de ce qui a été effectué. Ensuite, d'autres exemples donc des stratégies biodiversité qui concernent cette fois-ci l'approche holistique entre climat et biodiversité.
Donc, on a recensé par exemple Sven Capital Partners qui intègre le climat et la biodiversité au même pied d'égalité et qui, bien entendu, prend en considération les, la complexité et la diversité de ces enjeux, mais dans des plans d'action, dans des mesures communes, en tout cas dans des mesures uniformisées. Il y a également Sycomore Asset Management qui, pour le coup, concrétise, donc formalise l'approche holistique entre climat et biodiversité. Et enfin, donc, sur le point d'aligner les objectifs, d'aligner la stratégie biodiversité sur des objectifs internationaux, notamment la COP15, on a retenu CNP Assurance qui, euh, sur certaines cibles de la COP15 identifiées, va y associer à la fois des éléments, des objectifs temporels, des objectifs chiffrés et une certaine rétrospective sur les actions qui ont déjà été mises en place. Donc, voilà pour en ce qui concerne donc la stratégie biodiversité. Un message plutôt positif, donc en somme. Euh, aller davantage en profondeur, en précision, essayer du mieux que possible de quantifier des objectifs avec un horizon temporel et comme bonne balise d'ajustement, juste utiliser les cibles de l'ABCOP 15. Ensuite, deuxième partie, donc les stratégies d'exclusion, enfin tout ce qui est politique d'exclusion. Donc là aussi, un message assez positif, c'est-à-dire que les acteurs financiers ont davantage intégré des politiques d'exclusion, l'ont même formalisé aussi bien au travers de l'URD, de leur article 29 LEC, que dans des politiques dédiées, dans des politiques sectorielles. Donc là, c'est quelque chose d'assez positif. C'est assez positif puisque effectivement, toujours dans cette approche holistique, le lien entre climat et effets bénéfiques pour les biodiversités et surtout les risques euh, interdépendants entre climat et biodiversité suppose donc des actions concrètes par des exclusions, qui sont aussi un des leviers assez forts en plus des engagements actionnariaux. Euh, on a identifié des secteurs d'exclusion émergents et généralisés, notamment en ce qui concerne la déforestation à proprement parler, ou alors toutes les activités de production et de distribution d'huile de palme qui ont une incidence sur la déforestation, mais également parmi les secteurs émergents, la production de biocides, qui était quasiment citée dans la plupart des rapports politiques d'exclusion. Euh, Ces politiques d'exclusion, en tout cas, enfin, ont des critères et des seuils qui sont de plus en plus transparents. On a identifié deux types d'exclusion, donc les exclusions relatives par exemple, se fondent sur le chiffre d'affaires, sur la production en tonnes de telle ou telle matière qui est sujet à controverse, et les exclusions absolues, où pour le coup, aucun investissement, aucun financement n'est fait dans ce secteur estimé comme étant à controverse par l'acteur. Parmi les pratiques émergentes, donc, on voit qu'il y a une diversité de secteurs d'exclusion. Alors attention, on n'est pas du tout dans de la généralisation, ce sont des secteurs qui sont un petit peu éparses en fonction de la sensibilité des acteurs financiers. On a notamment la production d'OGM qui est, euh, qui a été retenue, la fourrure animale également, la pêche ou aquaculture non durable, et les pollutions chimiques ou plastiques excessives. D'autres exemples sont cités dans l'étude. Euh, Ces exclusions sont énormément, et nous le verrons un petit peu plus tard, mais elles sont énormément poussées par des initiatives de place, ce qui pourrait expliquer justement cette généralisation, en tout cas s'agissant de la déforestation et des productions de biocides. En plus donc des critères en fonction des seuils, donc exclusion relative et exclusion absolue, on perçoit également comme pratique émergence les exclusions des moins bien-disants qui reposent sur un système de notation ESG aussi bien internalisé qu'externalisé. Et les exclusions, alors ça c'est assez rare en pratique, des exclusions sur la base de critères géographiques. Là encore, vous verrez davantage d'exemples dans la slide précédente, mais je poursuis donc sur les axes d'amélioration. Préciser davantage les périmètres d'application des politiques d'exclusion. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des secteurs qui sont déterminés,
tous les secteurs à controverse n'ont pas été évoqués, on l'a vu au travers des pratiques émergentes. Mais là encore, il faudrait davantage pousser à avoir davantage d'éléments concrets. Et également sur le fait d'être beaucoup plus transparent sur euh, non pas les exclusions en devenir, mais les émetteurs qui auparavant étaient dans les portefeuilles, le devenir donc de ces émetteurs qui sont pourtant dans des secteurs à exclusion. Là, pour le coup, on n'a pas pu recenser d'exemples en la matière sur le devenir de ces émetteurs qui initialement étaient dans des portefeuilles et est-ce que ces émetteurs ont été par la suite exclus et communiquer sur les résultats de ces politiques d'exclusion avec, par exemple, des éléments chiffrés, savoir euh, combien euh, euh, enfin, les conséquences concrètes justement de ces politiques d'exclusion afin de pouvoir valoriser justement ces mesures d'exclusion qui en soi engagent. Euh, Voici donc quelques illustrations un petit peu plus concrètes de ces politiques d'exclusion. Donc, notamment, là, les différences entre exclusion relative et exclusion absolue. Donc, on voit, par exemple, pour un même secteur donné, différentes tendances. Donc, par exemple, des producteurs et des exclusions relatives sur la production et la distribution d'huile de palme alors que pour d'autres, c'est juste l'activité de production d'huile de palme qui est ciblée. Les chiffres peuvent être également différents. Et là encore, on voit la différence entre des exclusions relatives et des exclusions absolues. Mais toujours est-il, encore une fois, c'est un message assez positif qui est, qui fait l'objet donc de notre constat, à savoir des politiques d'exclusion commencent à se structurer, à se généraliser au sein des différents acteurs. On peut passer donc ensuite aux illustrations sur les pratiques émergentes. Et donc, dans les pratiques émergentes, donc sur les exclusions des moins bien disants, donc je rappelle, qui font l'objet donc d'une notation interne ou externe ESG, on a l'exemple par exemple de LBPAM, qui applique un filtre avec une notation interne, je crois, préalable justement à l'application d'une politique d'exclusion sectorielle. C'est une pratique qui est plutôt bonne en soi. Reste qu'il faudrait davantage d'exercices de transparence sur la méthodologie employée par ces notations internes ou externes. Et enfin, donc, l'exclusion sur la base de critères géographiques qui est assez rare en pratique. Soit il y a un renvoi qui est fait à des conventions internationales. C'est le cas, par exemple, avec BNP Paribas, qui exclut donc de ses portefeuilles d'investissement euh, et de financement les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ou des sites de l'Alliance pour l'extraction zéro ou d'autres secteurs qui ont été recensés dans des conventions internationales. Et là, un exemple encore plus rare, l'exemple de Generali, qui pour le coup euh, exclut de ses portefeuilles d'investissement les 10 premiers pays en matière de déforestation du Global Forest Review. Donc voilà, pour conclure donc un message sur une note encore une fois positive sur les politiques d'exclusion, tout comme l'intégration de la biodiversité dans les stratégies des acteurs financiers, une prise en considération de la biodiversité, une généralisation, bien souvent appuyée par des initiatives de place, en tout cas en ce qui concerne les politiques d'exclusion, mais comme axe d'amélioration, aller davantage en profondeur. Et voilà. Je vous remercie de votre attention et je laisse ensuite la parole à Lucie ou à Arthur. Merci Jean-Charles, donc je vais prendre la suite. Donc la prochaine section de l'étude concerne les procédures et les méthodes de sélection des investissements et des financements. Et ce qui ressort en tendance générale de l'étude, c'est que les politiques et les procédures ESG intègrent de plus en plus des critères liés à la biodiversité, donc notamment dans les notations ESG, que ce soit des notations ESG fournies par des fournisseurs externes, comme par exemple MSCI ou Moody's, ou des méthodes de notation ESG internes aux acteurs.
financiers. Un point à noter quand même sur ces notations, c'est la transparence qui certes s'améliore mais reste partielle, notamment sur les métriques utilisées dans ces notations ESG et sur le pays de l'application, puisqu'elles ne permettent pas de couvrir l'ensemble du portefeuille d'investissement. Concernant les pratiques émergentes, donc les pratiques intéressantes et les plus rares que nous avons notées, c'est le fait de mettre en place des politiques de sélection sectorielle qui visent à cibler les bonnes pratiques des entreprises ou des projets financés, l'utilisation de méthodologies de mesure se base sur l'usage final des produits ou des services qui se développent pour orienter les investissements. Un exemple est l'indicateur NEC, donc le Net Environmental Contribution. Un troisième point concerne le fait que certains acteurs développent des grilles d'analyse spécifiques à la nature et à la biodiversité qui permettent d'aller au-delà du simple fait d'intégrer des critères liés à la biodiversité dans des notations existantes, mais vraiment d'avoir des grilles d'analyse dédiées. Et enfin, la mise en place de méthodes centrées sur l'intentionnalité des projets et leurs bénéfices écologiques. En termes d'axes d'amélioration, concernant donc les notations ESG et les questions de transparence, ce qui nous semble important, c'est que l'objectif et la façon d'utiliser ces notations soient davantage définis et de poursuivre les pratiques émergentes que nous avons listées et les développer. Donc, à savoir développer des positions sectorielles claires qui sont encore rares, à l'inverse des pratiques d'exclusion qui elles sont beaucoup plus répandues, et développer des outils et des méthodes qui prennent en compte l'intentionnalité des projets et des entreprises financées. Donc maintenant, si nous passons un peu plus dans le détail, donc concernant la tendance générale d'intégration des critères biodiversité dans les notations ESG. Donc, nous avons relevé deux exemples, Ircantec et Carmignac. Donc, Ircantec a mis en place un système de notation ESG interne pour les titres souverains et ce système intègre la notion de capital naturel. Et dans cet axe d'évaluation du capital naturel, on retrouve des indicateurs de pression sur la biodiversité. Donc, ce sont les trois indicateurs qui sont surlignés. Et Carmignac a également mis en place un système de notation ESG en interne pour intégrer les critères ESG dans le processus d'investissement. Et parmi ces indicateurs, certains sont liés aux pressions sur la biodiversité, comme par exemple la production de déchets ou le prélèvement d'eau. Ensuite, concernant les pratiques plutôt émergentes sur ce volet, donc tout d'abord les politiques de sélection sectorielle, dont nous avons noté deux pratiques intéressantes par CNP qui concernent des chartes. Donc la première charte qui s'intitule « Agir pour l'avenir » est une charte de gestion forestière durable qui contient différents critères, dont celui de préserver la biodiversité et qui s'applique à ce secteur spécifique de la gestion forestière. Et la deuxième charte, qui s'intitule « Travaux verts », concerne les investissements immobiliers et liste les différentes bonnes pratiques environnementales à mettre en place sur les chantiers en lien avec la biodiversité. Ensuite, nous avons également relevé des pratiques émergentes et intéressantes par l'Agence française de développement. La première concerne donc une grille spécifique à la préservation et la restauration de la biodiversité. Plus précisément, il s'agit du dispositif développement durable qui consiste en une grille d'analyse de tous les projets avant de prendre la décision d'investir ou non dans un projet. Donc l'AFD vérifie l'alignement des projets avec les objectifs de développement durable et parmi ces grilles, une grille est spécifiquement dédiée à la biodiversité. Cette grille contient différentes dimensions, comme par exemple la dimension intégrité, fonctionnalité et connectivité des écosystèmes. Et elle permet d'évaluer la préservation et la restauration de la biodiversité par les projets financés. Donc ça, c'est en amont de l'investissement. Ils ont également une autre méthode sur la comptabilisation de l'intentionnalité des projets qui, elle, s'adresse aux projets qui sont déjà dans le portefeuille de financement de l'AFD et qui permettent d'évaluer donc, la répartition des financements qui sont favorables à la nature au sein de l'ensemble des financements. Et cette méthode, elle se base sur trois éléments. Tout d'abord, le marqueur de Rio Biodiversité. Deuxième point, l'intentionnalité du projet et est-ce que ce projet répond ou non à un des leviers de l'IPES. Et enfin, un facteur de pondération pour bien refléter la part du financement qui contribue à la finance nature du groupe AFD. Donc pour conclure sur cette section concernant la sélection des investissements, donc les différentes pratiques émergentes que nous avons citées nous semblent des pratiques qui sont à développer, à accentuer pour permettre de prendre en compte la biodiversité dans la sélection des investissements et des financements.
Donc ensuite, la section suivante, qui est un volet de l'étude, concerne l'accompagnement et le dialogue actionnarial. Donc sur ce volet, donc chacun des points mentionnés sur cette slide vont tous être détaillés par la suite. Ce qui ressort globalement de l'étude, c'est le fait que les acteurs financiers ont bien identifié que l'accompagnement des entreprises financées, c'est un levier clé d'action dans la transition. Ils mentionnent souvent leur volonté d'engager, d'accompagner les entreprises financées, alors que ce soit des entreprises plutôt clients à laquelle ils fournissent des financements, ou alors des entreprises dans lesquelles il y a un investissement en tant qu'actionnaire. Et cet accompagnement, il passe par le dialogue, dont le dialogue actionnarial, et le suivi d'indicateurs et la mise en place de plans d'action. Donc la mise en place de ce dialogue actionnarial et la mise en place d'engagements par les entreprises dans lesquelles il y a un investissement, il peut se faire soit par une démarche individuelle de l'investisseur ou par des démarches plus collectives des investisseurs via des initiatives de place. Et donc concernant ce point sur l'accompagnement et l'engagement actionnarial, un point important, c'est qu'il ne suffit pas de l'identifier comme levier d'action, mais ce qui va être vraiment important, c'est le contenu des échanges et les résultats auxquels les dialogues vont permettre d'aboutir. Sur ce point précis, quelques acteurs ont mis en place des pratiques intéressantes, des pratiques qui apparaissent actuellement comme émergentes, puisque certains acteurs présentent des bilans détaillés de leurs attentes et des résultats de l'engagement actionnarial. Et de manière plus rare, des acteurs utilisent des scores dans le but d'évaluer la qualité du dialogue actionnarial. En termes d'axes d'amélioration sur ce volet, donc les résolutions du type Say on Nature, nous considérons qu'elles doivent se développer, puisque ces résolutions visent à inclure la protection de la biodiversité dans les décisions stratégiques des entreprises investies. Donc maintenant, si on se penche un peu plus en détail sur les différentes pratiques identifiées. Donc tout d'abord, dans les tendances générales, les sujets biodiversité, comme on l'a dit, sont de plus en plus abordés entre les entreprises financées et les investisseurs, donc dans le cadre du dialogue actionnarial et de l'accompagnement. Donc tout d'abord, deux exemples sur le dialogue actionnarial. Generali, qui a mis en place des stratégies d'engagement sur le thème de la biodiversité avec 16 entreprises en 2023. Et la Caisse des dépôts, qui a abordé la thématique biodiversité lors de 56 entretiens de dialogue actionnarial. Ensuite, concernant l'accompagnement, non pas le dialogue actionnarial, mais l'accompagnement des clients, l'exemple de BPI, puisque BPI propose des ateliers et des conférences à ses clients, la mise à disposition de contenus, mais également des offres d'accompagnement du type diagnostic biodiversité. Ensuite, concernant une autre tendance générale, deux exemples sur le suivi d'indicateurs et de plans d'action. À gauche, vous avez l'exemple d'Ircantec, qui a mis en place une liste d'indicateurs d'accompagnement ESG qu'ils utilisent pour le patrimoine forestier. Et à droite, l'exemple d'Antin, qui détermine ses pratiques d'accompagnement des participations, que ce soit au cours du processus d'acquisition ou pendant la période de détention. Donc on voit une différence de temporalité sur les actions tout au long de la durée de vie de la participation. Ensuite, si on se penche sur les pratiques qui concernent plus les stratégies d'engagement collectif, donc tout d'abord, vous avez un exemple avec la Banque Postale Asset Management qui a listé les différentes initiatives de place auxquelles il participe avec les engagements qui sont associés à ces initiatives de place. Et on peut citer une initiative de place sur ce volet engagement, Finance for the Biodiversity Pledge, Spring, et puisque ces initiatives, tout d'abord, elles rassemblent un nombre considérable d'investisseurs institutionnels, mais également, elles ont bien identifié que les investisseurs doivent utiliser leur influence pour engager la transition des entreprises et que c'est via l'action collective et l'accompagnement et le dialogue qu'il pourra y avoir une transformation des entreprises sur les sujets biodiversité. Ensuite, concernant les pratiques qui sont plutôt émergentes sur ce volet, une pratique intéressante que nous avons relevée chez de rares acteurs financiers, comme par exemple Amundi, c'est le fait de présenter de manière détaillée les attentes et les résultats. Donc dans le rapport d'engagement, Amundi présente de façon assez fine, assez granulaire, l'évolution de la prise en compte de la biodiversité. Donc pour un grand
nombre de sociétés dans lesquelles Amundi a investi. Il présente pour chacune l'évaluation avant la prise d'engagement, au cours de la mise en œuvre des engagements et enfin à la date de la publication. Enfin, ils indiquent également une estimation du degré d'accomplissement sur ce volet. Et Amundi partage également des exemples où, via le vote actionnarial, Amundi a pu soutenir des propositions de résolution en faveur de la biodiversité qui ont permis de faire évoluer les pratiques et réduire les impacts néfastes de certaines entreprises. Un autre exemple intéressant qui concerne cette fois-ci l'évaluation de la qualité du dialogue actionnarial, c'est avec Ecofi, puisque en 2023, Ecofi a mené une campagne de dialogue actionnarial qui était spécifique au sujet biodiversité avec 22 sociétés. Donc, vous avez un extrait dans la capture d'écran. Et Ecofi a également mis en place une méthode de scoring du dialogue actionnarial qui s'appelle le Ecofi Engagement Quality Score. Et il permet d'évaluer la qualité des interactions, la qualité des informations reçues et le niveau d'engagement pris par la direction des sociétés dans lesquelles Ecofi investit. Donc, enfin, pour finir sur ce volet accompagnement et dialogue actionnarial, on observe que des résolutions de type Say on Nature émergent. Donc, ces résolutions, elles visent à inclure la protection de la biodiversité dans les décisions stratégiques des entreprises investies. Donc, à titre d'exemple, Mirova et Fitrust ont porté en 2024 une première résolution de type Say on Nature. Ils ont encouragé en fait une vingtaine d'entreprises du CAC 40 à utiliser le cadre de la TNFD et à s'inscrire dans une démarche SBTN. Donc, pour conclure sur ce volet accompagnement et dialogue actionnarial, ce qui nous semble clé, c'est que ce type de résolution, des résolutions Say on Nature, se développe fortement pour permettre de minimiser l'impact que les entreprises ont sur la biodiversité. Ces résolutions, en fait, elles permettent à l'ensemble des actionnaires de voter sur les objectifs et les plans d'action proposés. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'elles stimulent une gouvernance plus transparente et responsable de la part des entreprises. Je laisse désormais donc la main à Arthur pour vous présenter la suite des résultats. Merci beaucoup, Lucie. Et du coup, avant de passer la petite dernière quinzaine de minutes pour la dernière partie sur laquelle on souhaitait faire un focus et un rapide mot de conclusion, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat pour la session de questions-réponses qui nous attend dans une quinzaine de minutes. Dernière partie de l'étude sur laquelle on souhaitait faire un focus dans ce webinaire de présentation, c'est la mesure des impacts et dépendances. Sylvain l'a rappelé en introduction et en synthèse du travail qu'on a effectué, on a vraiment constaté un bond significatif du déploiement de ce type d'analyse de démarche en termes de mesure des enjeux biodiversité de la part des acteurs financiers. C'est à la fois à l'origine des récents progrès qui irriguent un petit peu tout ce qu'on a pu constater dans l'étude en termes de stratégie, en termes d'accompagnement, de sélection, etc. Mais aussi, ça constitue encore aujourd'hui une des limites et un des challenges significatifs à franchir pour améliorer encore la prise en compte de la biodiversité par les acteurs financiers. Cette question de la mesure, elle est vraiment cruciale et c'est vraiment ce qui ressort du travail qu'on a effectué. Pour rappel, il y a vraiment cette question de la mesure, elle s'est beaucoup développée, ça fait écho à des cibles de la COP 15, notamment la cible 15 qui demande aux acteurs financiers, aux entreprises, aux États de se doter de mesures des enjeux biodiversité, ça fait écho à des attentes réglementaires avec la CSRD. Je me contenterai de l'acronyme, je pense que ça parle à tout le monde, étant donné l'actualité brûlante, mais également tout ce qui est TNFD, l'approche LEAP au sein de la TNFD, dont les premières étapes vraiment concernent dans cette mesure-là, qui est la pierre angulaire d'un certain nombre de démarches ensuite déployées par les acteurs financiers. En termes de tendance générale, globalement, fort déploiement de ce type d'analyse, soit sur la base d'analyse qualitative ou semi-quantitative, entre guillemets, notamment basée sur l'outil Encore, soit sur la base d'analyse plus quantitative et notamment des mesures d'empreinte biodiversité parmi les acteurs français, très largement, voire exclusivement basées sur le CBF proposé par Expert Data Lab ou l'approche GBS proposée par CDC Biodiversité. Dans notre étude, l'objet, c'était pas de faire du quantitatif, mais à la louche et globalement, on constate à peu près, on va dire, 3 gros tiers d'acteurs, un tiers qui va avoir plutôt des approches qualitatives avec Encore, un tiers qui va plutôt avoir des approches quantitatives avec des outils de mesure d'empreinte, et un dernier tiers qui n'a pas encore forcément formalisé de mesure d'empreinte biodiversité ou d'analyse des enjeux.
C'est une estimation plutôt qualitative, mais globalement, ça reflète assez bien ce qu'on a pu percevoir des acteurs financiers étudiés dans notre étude. En termes de pratiques émergentes, on voit des acteurs qui s'emparent de ces outils, et notamment des outils quantitatifs de mesure d'empreinte biodiversité, pour essayer de les utiliser ou de les approcher dans des logiques de trajectoire, d'alignement avec des objectifs internationaux, des limites planétaires. Ça sera un des exemples qu'on va vous repartager lors du webinaire. Également, et ça c'est particulièrement intéressant, au-delà de ces approches qui restent assez généralistes avec les outils qualitatifs ou quantitatifs de mesure d'empreinte, de se baser sur des indicateurs et des métriques qui soient spécifiques à certains secteurs, à certains actifs, ce qui déplace un petit peu la palette des objectifs poursuivis par ces indicateurs et par ces mesures que déploient les acteurs financiers. Donc pareil, on y viendra avec des exemples. En principaux axes d'amélioration, donc, premièrement, renforcer l'accessibilité et l'ouverture des outils. Ces outils-là sont encore, quand bien même parfois gratuits et accessibles en ligne, compliqués à prendre en compte par les acteurs financiers, sans accompagnement ou sans aide interne ou montant en compétences internes. Donc ça, c'est des axes d'amélioration assez significatifs qu'on peut identifier. Et c'est aussi et notamment le cas pour les outils plus quantitatifs ou plus techniques, notamment d'empreinte biodiversité, qui aujourd'hui, souvent sous licence, sont réservés à un certain type d'acteurs qui sont déjà assez matures sur le sujet pour déployer ce type d'analyse. Également, la mesure d'impact positif, c'est un petit peu l'angle mort de l'ensemble de ces outils ou de ces approches. On a beaucoup du coup d'acteurs qui évaluent leurs impacts plutôt négatifs dans des logiques d'atténuation de l'impact des portefeuilles de financement ou d'investissement vis-à-vis du financement de projets et d'entreprises qui ont des impacts positifs sur la biodiversité. On a encore un déficit d'outils, d'approches et de méthodologies pour témoigner de ces performances-là et donc pour cibler et avoir des stratégies d'investissement ou de financement qui s'orientent sur ces thématiques. Du coup, pour faire quelques focus sur les tendances générales, premièrement, les analyses plutôt qualitatives et quasi exclusivement basées sur l'outil Encore. Donc, outil Encore qui a été développé depuis 2018 par une coalition d'acteurs, dont notamment fait partie l'UNEPFI, donc des instances onusiennes et d'autres ONG qui pilotent le déploiement de cette base de données. Depuis 2018, on a eu une grosse mise à jour, on en profite entre parenthèses, en juillet 2024, donc en juillet de cette année, qui va aussi réactualiser l'ensemble des évaluations proposées par la base de données Encore. On a un fonctionnement d'analyse de matérialité sectorielle avec cet outil. Ça va couvrir un peu plus de 270 secteurs de l'économie sur différents domaines d'impact et de dépendance et donner des scores de matérialité de très faible à très fort, donc schématiquement de 1 à 5, et c'est là où on peut faire tout un tas d'analyses, on va dire semi-quantitatives avec la base de données Encore. Comme je le disais, c'est un outil qui reste gratuit et accessible, et donc largement utilisé aujourd'hui par les acteurs, et notamment en premier screening de portefeuille, soit d'investissement, soit de financement. L'accessibilité de cet outil est vraiment un de ses atouts, et c'est vraiment l'apport d'entrée qu'ont beaucoup d'acteurs financiers quand il s'agit de faire une première évaluation des enjeux de biodiversité de leurs activités. La limite associée à cette ouverture et accessibilité, c'est que les données sont assez généralistes en termes sectoriels, donc peu granulaires en termes de sous-secteurs d'activité, voire d'entreprises financées ou investies. Et on va aussi avoir un certain manque de transparence des niveaux de matérialité qui sont référencés dans cette base de données et qui sont parfois questionnables. C'est ce qu'on constate de la part de multiples analyses qu'on peut voir publiées par des acteurs financiers. Et enfin, du coup, et pour venir à ces trois exemples qui sont à l'écran, on a une sorte de variabilité et une hétérogénéité de la manière de présenter les résultats et de mener ces analyses. On voit par exemple ici BPSE Assurance qui va venir témoigner du pourcentage et des volumes d'encours qui sont concernés par des niveaux de matérialité très forts ou la somme des deux, à certains impacts ou dépendances à la biodiversité. Donc c'est écrit en petit ici, mais on va retrouver par exemple du côté des impacts les sujets liés à l'eau, aux émissions de GES ou aux pollutions de l'eau, et du côté des dépendances, l'approvisionnement en eau, la protection contre certains aléas naturels comme les inondations et les tempêtes, ou encore la régulation du climat permise par les écosystèmes. Donc ici, on voit une approche assez granulaire qui va venir témoigner de volumes d'encours qui sont concernés par ces thématiques. À droite, du côté de Meridiam ou encore d'Andera Partners, on va voir des graphiques qui, eux, consolident plutôt l'ensemble des différents indicateurs d'impact ou de dépendance sur un seul et même graphique, pour croiser aussi les secteurs qui sont les plus exposés et potentiellement les plus à risque en conséquence
du point de vue des impacts comme du point de vue des dépendances, et voir du coup s'il y a des secteurs qui sont concernés par les deux thématiques. Ici, si on n'a pas le détail des enjeux environnementaux qu'il y a derrière, ça peut permettre aussi de prioriser certains secteurs, voire certains actifs. Et donc, par exemple, derrière les obscurs codes de Meridiam, on retrouvait par exemple les autoroutes, les ports ou le rail, donc de cet investisseur en infrastructure, ou encore un peu plus à gauche des sujets de biomasse, production d'énergie hydraulique, ou encore tout ce qui était aéroport. Et la même approche a été développée par Ondera Partners, mais sans forcément détailler davantage les résultats. En termes d'empreintes plutôt quantitatives, on a repartagé ici, donc à nouveau avec Generali ou sinon avec Harmonie Mutuelle, des exemples d'utilisation à gauche du CBF, donc d'Iceberg Data Lab, et à droite du GBS, donc côté CDC Biodiversité. Donc ces deux acteurs financiers finalement déploient ces outils d'empreintes quantitatives pour témoigner de manière beaucoup plus granulaire des impacts environnementaux sur la biodiversité que peuvent avoir les investissements et les financements. L'avantage de ces empreintes quantitatives, c'est d'augmenter le périmètre. On a ici, au-delà des opérations directes, l'ensemble des scopes 1, 2 et 3, amont et aval, qui sont concernés. Une meilleure granularité sectorielle et aussi des ordres de grandeur des différents enjeux qui sont du coup davantage granulaires que des niveaux de matérialité entre 1 et 5. Et l'intérêt, par exemple, de ces exemples, c'est du coup, en screening vraiment approfondi, de beaucoup mieux comprendre les enjeux environnementaux et associés à la biodiversité liés à un portefeuille d'investissement ou de financement. Chez Generali, par exemple, si on regarde un petit peu les exemples, on voit que dans leur analyse effectuée avec le CBF, ils détaillent un certain nombre de résultats, voire beaucoup de résultats dans leur rapport extra-financier, ce qui permet de considérer ou de témoigner que leur compréhension des enjeux de biodiversité de leur portefeuille est fine, voire très fine aujourd'hui, avec une identification des principales pressions. Ici, on retrouve à droite, par exemple, de ce diagramme de flux, l'utilisation des sols ou encore les pollutions de l'eau, qui sont les deux principaux zones d'impact sur la biodiversité, suivi du changement climatique, mais également l'ensemble des périmètres et scopes qui sont concernés et des secteurs d'activité qui sont associés à ces différentes pressions, à ces différents scopes. À droite, avec l'exemple côté Harmonie Mutuelle, on voit du coup également les principales pressions qui sont de manière transparente publiées dans la publication extra-financière. Ici, on retrouve plutôt des sujets de changement climatique et de changement d'utilisation des terres et des mers, suivi des pollutions, mais également, et donc ici en petit, un détail sectoriel des différentes pressions, et également une répartition géographique en fonction des pays de localisation des entreprises financées. En pratique plutôt émergente, deux exemples qu'on souhaitait vous repartager cet après-midi. Du côté des empreintes biodiversité, on voit certains acteurs comme Ophi Invest qui essayent via des expérimentations, de les traduire en notions de seuil et derrière de trajectoire, notamment vis-à-vis des limites planétaires. Et donc, par exemple, Ophi Invest, sur la base de données d'empreintes biodiversité calculées avec le GBS de CDC Biodiversité, et via une méthodologie qu'ils ont développée en interne, ont essayé et se sont expérimentés au fait de traduire 4 des 9 limites planétaires en termes d'empreinte biodiversité et de comparer, ici c'est la ligne noire sur leur diagramme, de comparer la performance de leur portefeuille d'investissement avec ces limites planétaires traduites en termes d'empreinte biodiversité. Pour les détails techniques, il y en a un peu plus dans le guide qui sera publié cet après-midi et d'autant plus dans la publication d'Ophi Invest. En tout cas, on trouvait ce type d'expérimentation intéressante, quand bien même il y a des questions de transparence méthodologique et de données derrière qui peuvent forcément poser question comme dans toute méthodologie. On voit que c'est intéressant d'essayer de développer ce type d'approche par trajectoire. Et pour ouvrir une petite parenthèse, si derrière des accords comme celui de la COP 15 à Montréal, on n'a pas de notion de trajectoire aussi claire qu'avec les accords climat, c'est notamment parce que la biodiversité, c'est un sujet multidimensionnel et multifactoriel et multi-échelle. La question de la trajectoire, elle est très compliquée à aborder. Donc voilà, en tout cas, c'est un exemple intéressant. Et deuxième pratique émergente sur laquelle on souhaitait faire un focus ici à droite, c'est l'utilisation vraiment de mesures et d'indicateurs qui soient vraiment plus spécifiques à certains secteurs d'activité. Dans le guide, on en a trouvé d'autres également qui peuvent témoigner, notamment pour des secteurs agro, d'exposition à la déforestation, par exemple. Et globalement, ça s'utilise
aujourd'hui de manière de plus en plus fréquente sur des portefeuilles immobiliers ou d'actifs réels, et le fait d'utiliser des indicateurs qui soient spécifiques à la construction et à l'immobilier pour témoigner de la performance du portefeuille ou pour accompagner des participations ou des entreprises. Et donc ici, avec l'exemple de la Carac, on a par exemple cet acteur qui a utilisé la base de données et les outils Resilience for Real Estate, donc proposé par l'Observatoire de l'immobilier durable, l'OID, et ils ont pu du coup calculer la performance de leur portefeuille immobilier vis-à-vis d'indicateurs plus spécifiques à l'immobilier, à savoir l'état de la biodiversité, et donc notamment la présence de zones protégées dans les territoires sur lesquels sont situés les actifs, le défi biodiversité du territoire également. Donc, quels sont les enjeux de conservation locaux et différentes pressions sur la biodiversité qu'on peut revoir à droite, et ici plus spécifiquement des logiques d'urbanisation, de dérèglement climatique ou d'espèces exotiques envahissantes. Donc ici, on a des indicateurs qui sortent un petit peu ou qui vont plus loin des approches plus généralistes et plus sectorielles pour se concentrer sur d'autres types d'indicateurs liés à la biodiversité, plus spécifiques à certains secteurs. Et du coup, donc, pour synthétiser et conclure un petit peu, notamment vis-à-vis des dynamiques d'amélioration qu'on a pu constater entre la réalisation de la dernière étude, comme le mentionnait Sylvain puis Jean-Charles en 2022, et l'étude qu'on a réalisée cette année. Quand Sylvain vous partagez en introduction plutôt la maturité perçue des différents acteurs sur les différentes thématiques, ici ce qui est intéressant c'est de voir aussi l'évolution et la dynamique dans laquelle s'engagent les différents acteurs. On avait des approches assez différentes entre les deux études. On avait une étude en 2022 qui se concentrait principalement, voire exclusivement, sur les sociétés de gestion avec un nombre plus restreint d'acteurs. En 2024, on a vraiment souhaité ouvrir l'étude à une diversité d'acteurs financiers. Il n'empêche qu'il y a des tendances qui se confirment ou qui s'améliorent entre ces deux travaux à 2 temps d'intervalle. Si, en termes de politique biodiversité, comme on le disait, c'était déjà assez largement répandu, mais très hétérogène en 2022, on constate vraiment qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des plus de 70 acteurs qu'on a regardés disposent ou formalisent des stratégies biodiversité ou des démarches biodiversité. Mais comme le disait Sylvain, ça ne traduit pas forcément une maturité non plus extrêmement forte sur le sujet, parce qu'il y avait encore beaucoup d'hétérogénéité, et certains aussi manquent d'objectifs ou de clarification des axes d'engagement et des objectifs, notamment en termes de chiffres, en termes de temporalité, etc. Donc, on a une amélioration, ces stratégies deviennent de plus en plus structurées, répandues, et donc notamment sous aussi le levier de l'article 29, mais il y a encore beaucoup d'axes d'amélioration sur ce sujet-là. Sur les exclusions et les politiques de sélection, c'était assez indirectement traité dans l'étude en 2022. On voit qu'aujourd'hui, comme on l'a aussi souligné aujourd'hui dans ce webinaire, il y a un vrai développement de ces politiques et de ces approches au sein des acteurs financiers. Donc on retrouve des sujets qu'on a mentionnés, la déforestation, l'huile de palme, certaines activités biocides, la pêche, etc. Des approches par les moins bien disants aussi, pour exclure de son univers d'investissement ou de financement les acteurs les moins bien notés. Il n'empêche que là, les vrais axes d'amélioration concernent vraiment la transparence et les effets réels de ces politiques d'exclusion de sélection. Au-delà des principes généraux, quels sont les critères réellement utilisés, les métriques, et quels sont les effets sur un portefeuille donné d'année en année. Et donc vis-à-vis de l'accompagnement, on voit que c'était assez peu répandu finalement en 2022. Aujourd'hui, ça allait un peu davantage, mais il y a encore une certaine disparité. Notamment, les acteurs de l'investissement tirent vraiment leur épingle du jeu, forcément via le dialogue actionnarial et la participation actionnariale. On voit que notamment côté financement, côté crédit, cette question de l'accompagnement, elle est plus ténue et elle est moins abordée avec beaucoup moins de transparence. Donc c'est pour ça qu'on constate une légère amélioration, mais qui reste quand même assez stagnante. On aurait pu attendre plus des acteurs financiers sur les 2 dernières années. Comme le disait Sylvain en introduction, c'est vraiment des domaines où il y a le plus de levier, en tout cas à notre sens, et c'est quelque chose qu'on partage beaucoup avec l'ORS. Pour les acteurs financiers, le fait d'accompagner concrètement les entreprises qui sont financées ou qui sont investies. Je ne vais pas forcément revenir beaucoup sur le bon significatif des mesures d'impact et dépendance comme je vous l'ai partagé à l'instant. Ce qui était vraiment intéressant de souligner, ce que vous redécouvrirez dans l'étude, c'est vraiment la lacune beaucoup plus importante qui persiste sur les risques opportunités. On voit beaucoup d'acteurs financiers qui, en termes de risques opportunités, s'arrêtent à la mesure des impacts et dépendances et les considèrent ou en témoignent directement en termes de risques opportunités. Pourtant, il manque vraiment toute une étape en termes méthodologiques, et c'est vraiment ce que rappelle la TNFD, de traduire ces enjeux environnementaux
de les contextualiser au niveau des entreprises et des géographies pour vraiment évaluer quels sont les risques pour les secteurs que je finance ou que j'investis et quelles sont les trajectoires, les scénarios vis-à-vis de ces risques. Et enfin, la coopération, la gouvernance, comme rappelé par Lucie, notamment tout à l'heure, des sujets qui s'améliorent largement par rapport à un état 2 ans auparavant qui était un peu plus mitigé. Aujourd'hui, on voit vraiment que les acteurs collaborent davantage derrière les réglementations, derrière les initiatives de place, derrière les accords internationaux. Il y a vraiment un mouvement qui s'enclenche et donc la maturité, si elle est meilleure aujourd'hui, va continuer à s'améliorer probablement sur ces thématiques. Donc voilà, en ouverture, et vous le retrouvez dans la conclusion de nos travaux, les vrais axes d'amélioration, ils concernent beaucoup encore la transparence des approches, davantage de précision dans ce qui est publié, tout ce qui va être gap vis-à-vis des données pour continuer à préciser les mesures, puis derrière toutes les stratégies qui en découlent. La CSRD va, on l'espère, continuer d'améliorer le gap de données sur les sujets de nature, environnement. Et vraiment témoigner davantage, et ça revient avec ce que présentait Jean-Charles en introduction, sur les stratégies, quels objectifs vraiment financiers on a en termes de mouvement de capitaux, quelles sont les subventions ou les investissements néfastes qui sont limités, quels sont les sujets positifs qui sont augmentés. On a encore beaucoup de mal à avoir des objectifs chiffrés en espèces sonnantes et trébuchantes, entre guillemets, de la part des acteurs financiers. Voilà pour la conclusion. On a donc du coup une petite séance de questions-réponses. Et alors, j'en ai pas forcément vu dans le chat pour l'instant, mais je ne sais pas si vous en voyez davantage. Bien entendu, vous pouvez rédiger vos questions soit dans le chat, soit en prenant directement la parole, en prenant soin, bien entendu, d'activer la petite icône lever la main. Merci beaucoup. Alors, on a une question dans le chat de Gérard Mardinet. Bonjour Gérard. Alors, pour le coup, qui porte davantage sur les crédits biodiversité, qui n'ont pas fait l'objet de notre présente étude. Simplement, donc, c'est une actualité effectivement qui est assez brûlante. Aujourd'hui, il vient de paraître, je crois, les guidelines de l'IAPB, donc qui est une initiative franco-britannique qui vise à permettre, si je ne me trompe pas, des standards en matière de crédit biodiversité et qui définissent ce que doivent être les crédits biodiversité. Est-ce que Arthur, Sylvain, Lucie, vous souhaitez compléter là-dessus? Oui, merci pour la question. En fait, c'est un outil et donc la question, comme chaque outil, c'est souvent qu'est-ce qui va en être fait. Aujourd'hui, la difficulté sur les crédits biodiversité, c'est qu'on a un petit peu deux sons de cloche assez différents. Certains qui nous disent mais vous inquiétez pas, ce sera que des actions volontaires, etc. Et d'autres qui nous disent vivement les crédits pour que je puisse compenser mes impacts, alors que c'est tout à fait ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on est un petit peu encore dans cette ambiguïté entre certaines ambitions affichées et puis la réalité possible ou probable de la manière dont ça sera utilisé. Et évidemment, si on s'en sert pour pseudo-compenser des impacts, ça ne réglera pas grand-chose sur notre question de biodiversité. Donc, il faut qu'on reste très, très vigilant sur les mécanismes de gouvernance qui seront mis en place, c'est fondamental, sur la qualité d'évaluation aussi des pratiques qui sont considérées comme favorables pour la biodiversité. Donc là, il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qui est présenté aujourd'hui à la COP, mais encore une fois, c'est vraiment dans la mise en œuvre et le déploiement qu'il faudra être extrêmement vigilant. Et puis, dernier point quand même, c'est que, je n'ai plus la source en tête, mais il y a des projections qui montrent que ce sera au mieux 1% des besoins de financement. Donc, de toute façon, on ne peut pas tout miser sur les crédits biodiversité pour atteindre les objectifs mondiaux en termes de préservation et d'arrêt de l'érosion de la biodiversité. Donc, sujet à suivre, je dirais. Merci. D'autres... alors, n'hésitez pas bien sûr encore à prendre la parole à l'oral. Alors,
les caméras et les micros ont été... l'interdiction des caméras et des micros ont été levées, donc vous pouvez bien entendu prendre la parole à l'oral si vous souhaitez davantage expliciter vos questions ou même vous montrer. Alors oui, le support d'information sera, je crois, sera présenté, Arthur et Lucie. Oui, oui, tout à fait, le support sera accessible. Merci beaucoup. On a une question aussi de Pierre-Marie sur la taxonomie nature qui a été évoquée par Sylvain lors de l'introduction et du contexte. Pouvez-vous nous en dire plus, notamment sur le périmètre, calendrier, contenu, etc. Merci. Je ne sais pas si Sylvain, tu veux répondre à cette question ou sinon je peux apporter quelques éléments. Oui, vas-y. Ouais, très bien. Oui, donc c'est vrai qu'en effet, dans l'introduction, il y a les questions derrière la COP16, hein, les questions sur le financement de la biodiversité, beaucoup d'interrogations et de sujets en débat. Quelle place pour les crédits biodiversité, on l'a mentionné, paiement pour services écosystémiques, quelle aussi de taxonomie qu'on peut avoir des activités positives pour la biodiversité ou néfastes. Et là, ça renvoie directement dans le périmètre européen à l'ensemble des sujets qu'il y a eu autour de la taxonomie et des taxonomies et de celles qui n'ont pas vu le jour également ces dernières années. On a aujourd'hui la taxonomie verte des investissements qui est en place, d'abord sur les sujets de climat, puis aujourd'hui sur les sujets de biodiversité. Notamment si on se concentre sur les enjeux et les objectifs liés à la protection de la biodiversité, on a des activités économiques qui sont très restreintes concernées par cette taxonomie. En l'occurrence, il y a uniquement les activités en tant que telles de conservation et de préservation largement associées au génie écologique et les activités touristiques dont une certaine partie des revenus peuvent alimenter la préservation et la conservation de zones naturelles. Aujourd'hui, dans la taxonomie européenne, sur vraiment l'objectif de biodiversité, c'est les seules activités qui sont concernées. Bon, après, il y a tout un tas d'activités indirectes vis-à-vis des pollutions, de la gestion des ressources en eau, etc., qui ont des effets bénéfiques sur la biodiversité. Mais il n'empêche qu'on reste aujourd'hui dans ce prisme d'activités qui ont des effets positifs pour la biodiversité. On n'a pas aujourd'hui de taxonomie brune ou de taxonomie red, amber, green, comme ça a été à un moment donné sujet à discussion au niveau européen avant que qu'entre guillemets, ces objectifs ou ces travaux soient arrêtés. Et aujourd'hui, on a uniquement une taxonomie verte et on n'a pas de taxonomie qui référence cette activité plutôt néfaste ou les activités sur lesquelles vraiment se concentrer en termes de transition. Donc c'est notamment ces sujets-là qui peuvent être en discussion dans les instances internationales. D'autres questions? Géraldine, je te laisse Le mot de la fin. le mot de Merci la fin. Jean-Charles. Merci à tous. Je remercie infiniment les équipes de Sylvain Boucheran, Arthur Lemenec, Lucie Lambray. Vous avez fait une très belle équipe avec Jean-Charles Fournol. Merci pour vos mises en perspective, pour les marges de progrès aussi que vous soulignez aux membres de l'ORS et à tous ceux qui sont avec nous cet après-midi. Et je rappelle les belles complémentarités de BL Evolution et de l'ORS, BL étant un cabinet consultant et l'ORS un collectif d'entreprises qui travaille sur les questions largement de RSE. Et c'est toujours, Sylvain, Arthur, un plaisir, Lucie, un plaisir renouvelé de travailler avec vous. On a beaucoup travaillé sur le dialogue parties prenantes. Pour la deuxième fois, on travaille sur la biodiversité ensemble. Donc, merci pour ce travail. Et je rappelle que le guide est depuis 1 minute en ligne sur le site Internet et également sur le site de Belle Évolution. Donc, je vous laisse vous connecter et prendre connaissance de cette belle étude. Et puis, faites-nous part de vos commentaires à Jean-Charles ou à Arthur, éventuellement. Ça nous permettra aussi de progresser et de travailler d'ores et déjà à la 3e édition. Merci infiniment. À bientôt, merci encore. Merci à tous, à bientôt. Merci à tous. Merci. Ouais, merci, hein.